Une nuit sans lune, 6 signaux alignés ont brusquement fissuré le silence, dessinant une trajectoire trop parfaite pour être naturelle. Ce décalage, minime mais systématique, éveillait la curiosité, mais aussi une inquiétude discrète. Et si cette anomalie était le signe avant-coureur d'une intrusion plus sérieuse? Les habitants de Ouagadougou ignoraient encore que leurs cieux devenaient un terrain d'observation pour des forces invisibles. Ibrahim Traoré, un des premiers à détecter cette faiblesse, ne savait pas encore que ce moment marquerait le début d'une série d'événements susceptibles de bouleverser la souveraineté du Burkina Faso. Cette révélation, à la fois minuscule et spectaculaire, nous plonge dans une histoire qui pourrait bien redéfinir la sécurité du Burkina Faso. Derrière ces signaux à peine perceptibles se cachait la possibilité d'une dynamique stratégique majeure, l'infiltration d'un territoire sans qu'il ne se rende compte de l'ampleur de la menace. Le gouvernement burkinabé se retrouvait pris dans un jeu de perception et de réaction, où chaque mouvement, même discret, devenait crucial. Ce n'était pas seulement une question de sécurité, mais de souveraineté. Ibrahim Traoré, en tant qu'analyste clé, allait jouer un rôle déterminant, mais tout pouvait basculer à tout moment. Si le pays ne réagissait pas à temps, il risquait de se retrouver vulnérable face à une pression extérieure insidieuse et croissante. Les enjeux étaient élevés. La souveraineté de la nation était en jeu, et le temps jouait contre lui. Tout a commencé presque par hasard. Les premières anomalies relevées par les observateurs burkinabés, apparemment insignifiantes, ne semblaient justifier aucune réaction immédiate. Quelques perturbations mineures dans la fréquence des signaux radars étaient notées, mais rien qui ne paraissait alarmant. Cependant, à y regarder de plus près, une cohérence inquiétante émergeait. Les rapports des postes avancés, situés à Kaya et Ouahigouya, commençaient à présenter des patterns similaires, des variations de fréquence dans des zones spécifiques, des trajectoires inhabituelles la nuit. Ces signaux, autrefois isolés, se rejoignaient en un schéma régulier, presque géométrique. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait lentement, et bientôt, cette série de petites anomalies se révélait comme un phénomène bien plus significatif. Ibrahim Traoré, le chef de l'analyse, comprit alors qu'il n'agissait pas simplement en observateur, mais en détecteur d'un danger imminent. Ce que les données montraient, c'était que quelqu'un testait méthodiquement la capacité de réaction du Burkina Faso, en ajustant constamment les trajectoires et les signaux, comme pour observer les failles du système de défense. Au début, ce n'était qu'une petite alerte, une variation d'un signal, un léger changement dans la fréquence. Mais ces observations, discrètes et marginales, ont commencé à captiver l'attention de ceux qui étaient prêts à les lire. Ibrahim Traoré, en tant que responsable des opérations de surveillance, a vu dans cette régularité non pas une série de coïncidences, mais un signe d'une pression croissante. Les avant-postes du nord et du centre du pays, stratégiquement situés près des frontières et des zones sensibles, avaient repéré les mêmes anomalies. Ces régions avaient longtemps été considérées comme relativement sûres, mais ce nouvel événement suggérait que la menace était en train de se matérialiser là où elle était la moins attendue. Les équipes sur le terrain, initialement réticentes à accorder de l'importance à ces alertes, commencèrent à comprendre que ces perturbations étaient liées entre elles, comme une série de tests destinés à mesurer la vulnérabilité du Burkina Faso. Le premier cas de réponse à cette menace aurait des conséquences sur la manière dont les opérations de sécurité allaient évoluer dans les mois suivants. Ce qui a d'abord semblé être une série de petites anomalies sans importance a rapidement évolué pour devenir une menace tangible. Les premières perturbations survenues dans les vallées sahéliennes n'étaient que des signaux isolés, des variations de fréquence et des trajectoires incertaines. Mais, au fur et à mesure que les données s'accumulaient, un schéma plus clair se dessinait. Chaque perturbation, chaque légère oscillation des signaux devenait un élément clé dans la compréhension de la situation. Les experts en sécurité ont commencé à mettre en évidence un changement dans la nature même des intrusions. Ce n'étaient plus des incidents isolés, c'était un processus en marche. Le pays avait déjà franchi une limite importante. Une série d'anomalies apparemment mineures avait évolué en un réseau de pression extérieure mesuré et calculé. Mais qui était derrière ces intrusions? Ibrahim Traoré, à la tête des équipes de surveillance, avait une intuition qui se confirmait peu à peu. Ce n'était pas un simple incident technique.
Chaque intrus testait non seulement les capacités de réaction du pays, mais adaptait aussi ses méthodes en fonction de la réponse de la surveillance nationale. C'était un jeu stratégique, où chaque mouvement était anticipé et testé. La phase initiale de détection était terminée. Il était maintenant temps de réagir. Les autorités burkinabées avaient commencé à comprendre que l'intrusion ne se produirait pas par une attaque directe et violente, mais par un processus discret de pénétration lente et systématique. Cette évolution a forcé l'état-major à reconsidérer la manière dont il percevait les menaces. Les premières réponses ont été hésitantes, mais avec le recul, il était devenu évident qu'une réorganisation profonde des opérations était nécessaire pour contrer cette nouvelle forme de menace. Les données recueillies par les équipes de surveillance étaient d'une précision alarmante. Chaque variation d'altitude, chaque fluctuation de vitesse devenait un élément fondamental pour comprendre l'intention de l'adversaire. Le premier indicateur clé fut la régularité des trajectoires observées. Durant les premières semaines, les appareils suspects volaient à une altitude constante de 1900 mètres. Cette stabilité, bien qu'intrigante, ne semblait pas immédiatement menaçante. Cependant, à mesure que les observations se multipliaient, il devint évident que cette altitude n'était pas un hasard. Elle correspondait à une stratégie précise. L'intrus testait les limites du radar burkinabé, ajustant ses trajectoires pour évaluer les capacités de détection du pays. Un autre élément crucial fut la vitesse des appareils. La première estimation en faisait état d'une vitesse constante de 400 km/h, ce qui, en soi, n'était pas exceptionnel. Cependant, l'analyse des données plus détaillées révéla une variation discrète mais significative. À certains moments, la vitesse chutait brusquement avant de repartir à la même cadence. Cela suggérait une tentative d'adaptation à la réaction des radars. Cette capacité à modifier leur vitesse en fonction des conditions de surveillance indiquait que l'intrus n'était pas simplement en mode exploration automatique, mais qu'il répondait activement à la détection de ses trajectoires. La troisième mesure importante concernait les anomalies géographiques. Les appareils ne suivaient pas des trajectoires aléatoires, mais répétèrent des parcours similaires, créant des cercles d'exploration autour de points stratégiques du pays. Ces trajectoires n'étaient pas simplement une curiosité. Elles étaient trop régulières pour être ignorées. Elles représentaient un réseau méthodique, conçu pour tester la capacité du Burkina Faso à surveiller son territoire. Ce n'était plus une question de découvrir des anomalies, mais de les comprendre dans un contexte de pression accrue. Les équipes de surveillance ont rapidement rassemblé ces informations et observé que ces mouvements s'intensifiaient progressivement. La fréquence des signaux suspects augmentait, tout comme leur régularité. En l'espace de quelques jours, les appareils effectuaient des survols de zones de plus en plus sensibles. Des zones proches des infrastructures stratégiques et des points d'approvisionnement, des lieux vitaux pour la logistique militaire et économique du pays, étaient systématiquement survolées. Les données des radars ont aussi permis d'affiner cette analyse. La première rupture significative survint lorsqu'un appareil descendit brusquement à 1500 mètres, brisant une stabilité qui avait jusque-là dominé les observations. Cette descente soudaine représentait un changement dans la tactique de l'adversaire. Ce n'était plus un simple test des capacités de détection, mais un ajustement tactique. La modification de l'altitude était une indication claire qu'une phase plus intrusive était en cours. Ces trois éléments, une altitude stable de 1900 mètres, une vitesse de 400 km/h avec des ajustements et des trajectoires récurrentes autour des mêmes points, ont constitué des preuves quantitatives essentielles pour comprendre que l'intrus n'était pas un acteur isolé cherchant à causer une perturbation mineure. Non, il s'agissait d'un processus méthodique visant à tester, ajuster et finalement percer les défenses du Burkina Faso. Ces données ont permis à Ibrahim Traoré et aux équipes de surveillance de comprendre que la menace était bien réelle, bien plus précise et coordonnée qu'ils ne l'avaient envisagé au départ. Le tableau se dessinait désormais clairement. Ce n'était pas simplement une série de petites intrusions, mais un plan stratégique en développement, et la réactivité du pays serait essentielle pour l'empêcher de se transformer en une menace tangible. Lorsque les analystes burkinabés ont commencé à évaluer les données recueillies, deux interprétations opposées ont émergé au sein des cercles de sécurité. La première, portée par certains techniciens optimistes, considérait que les signaux observés, bien que nombreux, ne représentait pas
une menace insurmontable. Selon eux, le réseau de surveillance du pays, bien que vieillissant, avait la capacité d'intercepter ces intrusions. Les données collectées montraient des trajectoires répétitives, des vitesses constantes et une altitude stable, ce qui suggérait que l'adversaire n'était pas équipé de moyens sophistiqués capables de contourner les capacités radars du Burkina Faso. Selon cette lecture, les signaux étaient encore dans les limites d'une défense acceptable. Si le pays pouvait rapidement adapter ses systèmes de détection, il serait en mesure de maintenir une surveillance efficace. Cependant, cette vision optimiste a été contestée par une seconde interprétation plus pessimiste. Certains analystes affirmaient que ces premiers tests étaient en réalité une phase préparatoire à quelque chose de plus complexe. L'adversaire, bien qu'encore discret, ne se contentait pas de sonder les défenses du pays. Il les testait activement en ajustant constamment ses trajectoires, sa vitesse et son altitude. En adaptant ses méthodes en fonction des réponses des radars, l'intrus montrait qu'il avait la capacité de se corriger et d'outrepasser les mesures de sécurité établies. Les analystes sceptiques soutenaient que la menace ne pouvait être jugée sur les premiers indices, mais qu'elle pourrait se renforcer et évoluer de manière imprévisible. Si le pays ne réagissait pas immédiatement et de manière cohérente, il risquait de se retrouver dépassé par un adversaire qui savait précisément comment exploiter les failles de son réseau de défense. Les deux perspectives étaient alimentées par des faits concrets, mais elles divergeaient dans leur évaluation des risques. D'un côté, certains pensaient que l'adversaire ne disposait pas encore des capacités nécessaires pour compromettre sérieusement le système de sécurité burkinabé. De l'autre, certains estimaient que l'intrus avait déjà franchi une étape significative, testant chaque réponse et s'adaptant pour préparer une action plus invasive. Les tensions montaient au sein des cercles d'analyse alors que chacun pesait les options face à ce que beaucoup considéraient comme une menace croissante. Le défi était désormais de savoir comment réagir face à un adversaire qui savait parfaitement où tester les failles et comment les exploiter. Le ciel burkinabé, autrefois perçu comme une zone relativement calme, avait brusquement changé de nature. Les premières anomalies semblaient discrètes, presque invisibles, mais leur répétition avait créé un schéma indiscutable. Loin d'être une simple série d'incidents isolés, elle s'était progressivement organisée en un processus stratégiquement calibré. Ibrahim Traoré et ses équipes avaient maintenant une certitude. Le Burkina Faso n'était plus simplement observé, il était en train d'être sondé. La menace, qui semblait d'abord intangible, devenait plus concrète, chaque mouvement calculé par l'adversaire afin d'évaluer les failles du système. La principale révélation qui émergea à ce stade fut la cohérence des trajectoires observées. Il n'y avait plus de hasard dans les déplacements des appareils. Chaque signal, chaque variation, chaque ajustement en altitude et en vitesse faisait partie d'un schéma méthodique. Ce n'était plus une question de supposition, mais de données précises qui montraient une intention claire. L'adversaire mesurait la capacité du pays à réagir sous pression. L'intrus ne se contentait pas de collecter des informations, il ajustait ses actions en fonction des réponses du Burkina Faso. À ce moment-là, la situation n'était plus une simple série de tests techniques. Elle était devenue une confrontation stratégique entre deux entités, chacune analysant l'autre à chaque mouvement. Les répercussions des intrusions aériennes se sont fait sentir à plusieurs niveaux au Burkina Faso, touchant non seulement la sécurité nationale, mais aussi la stabilité socio-économique du pays. Chaque groupe affecté par cette menace a réagi différemment, avec des implications variées selon les secteurs. Pour les institutions gouvernementales, la découverte que le pays était observé et sondé de manière systématique a conduit à une réévaluation immédiate des stratégies de sécurité. L'état-major a compris que cette menace n'était pas une menace isolée, mais bien une pression extérieure qui se renforçait progressivement. Les capacités de détection du Burkina Faso ont été mises à l'épreuve et il est devenu évident que les systèmes en place ne suffiraient pas à contrer une intrusion de plus en plus sophistiquée. Dans les secteurs économiques, notamment celui des mines et de l'agriculture, l'impact fut tout aussi tangible. Les perturbations des communications et des trajets aériens ont affecté les opérations quotidiennes. Les investisseurs étrangers, qui ont pris conscience de la fragilité de la situation, ont commencé à se montrer plus réticents à investir dans le pays. Cette instabilité a eu un effet déstabilisant, exacerbant les craintes de perturbations futures.
les entreprises ont dû renforcer leurs protocoles de sécurité, investir dans de nouvelles technologies et adapter leur chaîne d'approvisionnement aux nouvelles réalités du terrain. Dans les zones rurales, la menace s'est fait sentir de manière plus subtile, mais non moins perturbatrice. Les communautés locales, qui n'avaient pas l'habitude de ce type de pression extérieure, ont commencé à percevoir des changements dans leur quotidien. Des rumeurs ont circulé à propos de lumières étranges dans le ciel, créant un climat d'incertitude. Les autorités ont été contraintes de gérer cette montée de tension sociale en diffusant des informations rassurantes. Cependant, la question demeurait: comment les habitants pouvaient-ils comprendre et réagir à ces changements qui échappaient encore à leur perception? Enfin, dans les régions frontalières, les pays voisins ont été forcés de réévaluer leur propre sécurité. Les trajectoires observées ne se limitaient pas aux frontières du Burkina Faso, mais se prolongeaient vers des zones limitrophes. Cela a soulevé des préoccupations quant à la coordination entre les nations de la région pour gérer cette nouvelle menace. Des discussions sur la sécurité transfrontalière ont commencé à émerger, mais elles restaient encore à un stade précoce. Néanmoins, cette situation a créé une prise de conscience collective de l'importance de la solidarité régionale face à des menaces géopolitiques grandissantes. Ces différents impacts ont non seulement révélé la vulnérabilité du Burkina Faso, mais ont aussi déclenché un processus de transformation dans la manière dont les autorités, les entreprises et les communautés abordent la question de la sécurité nationale. Le pays se trouvait à un carrefour stratégique. Soit il renforçait ses systèmes de défense et de surveillance pour faire face à cette nouvelle forme de menace, soit il risquait de laisser une brèche ouverte pour des incursions futures plus graves. À mesure que la situation se développait, 3 scénarios distincts pour l'avenir proche du Burkina Faso ont émergé, chacun avec des implications stratégiques différentes pour la sécurité et la souveraineté du pays. Ces scénarios ont été formulés en fonction des données collectées, des tendances observées et des possibles réponses de l'adversaire, offrant ainsi un éventail d'options pour la gestion des menaces à venir. Le premier scénario, plus optimiste, suppose que le Burkina Faso parvient à maintenir la maîtrise de ses systèmes de détection et à renforcer ses capacités de réponse. Si le pays réussit à intégrer rapidement les leçons tirées de l'observation de ces intrusions et à adapter ses infrastructures de surveillance, il pourrait faire face à une menace de plus en plus sophistiquée sans perdre son avantage stratégique. Dans ce cadre, le Burkina Faso réussirait à contenir les tentatives d'intrusion en préservant la stabilité et en garantissant une défense efficace des frontières et des infrastructures clés. Ce scénario permettrait une forme de résilience où les pressions externes seraient limitées par des mesures internes renforcées. Le deuxième scénario envisage une dynamique plus incertaine, où le Burkina Faso tente de réagir, mais où les ajustements apportés à ces systèmes de surveillance se révèlent insuffisants pour contrer les stratégies de l'adversaire. Les ajustements techniques, bien que nécessaires, pourraient ne pas suffire à anticiper la flexibilité de l'intrus. Dans ce cas, le pays pourrait connaître des périodes de tension accrue où certaines zones stratégiques seraient temporairement vulnérables. Ce scénario exigerait une vigilance constante et pourrait mener à une phase d'adaptation et d'amélioration des systèmes de défense, mais avec un coût politique et économique non négligeable en raison des perturbations dans les secteurs sensibles. Le troisième scénario, le plus défavorable, envisagerait un déploiement plus agressif de l'adversaire, avec des drones plus rapides, plus furtifs et mieux pilotés, capables de contourner les nouvelles défenses du Burkina Faso. Si l'adversaire parvient à exploiter efficacement les failles restantes, le pays pourrait se retrouver sous une pression continue et croissante, risquant de perdre le contrôle de certaines zones stratégiques. Dans ce cas, une réallocation massive des ressources serait nécessaire pour renforcer la défense, ce qui entraînerait un coût élevé en termes de ressources humaines et matérielles. Ce scénario impliquerait également une instabilité accrue, avec des conséquences potentielles sur l'économie et la politique du pays, mais aussi sur la coopération régionale si la menace devenait plus transnationale. Ces 3 scénarios offrent des perspectives contrastées, mais chacun d'eux met en lumière l'importance de la réactivité et de la résilience du Burkina Faso face à des menaces qui, bien qu'encore en phase de test, pourraient évoluer vers un conflit plus ouvert si les réponses ne sont pas à la hauteur.
Le choix du scénario dépendra de la capacité du pays à adapter ses stratégies de sécurité, à renforcer ses partenariats régionaux et à anticiper les évolutions de la situation géopolitique. Alors que le Burkina Faso fait face à une menace extérieure grandissante, il est essentiel d'impliquer le public dans le processus de compréhension et de gestion de cette crise. Les citoyens, loin d'être de simples observateurs, jouent un rôle clé dans la stabilité nationale, car leur perception de la situation influence directement les réponses collectives et les actions gouvernementales. La gestion de la communication autour de cette menace doit donc être un élément central de la stratégie de défense, en particulier pour éviter une propagation de la peur ou des rumeurs infondées. Les autorités burkinabées ont rapidement compris l'importance de fournir des informations claires et transparentes aux citoyens. Dans un climat d'incertitude où les rumeurs peuvent rapidement se multiplier, des messages bien structurés permettent de maintenir la stabilité sociale. En informant régulièrement la population sur les mesures de sécurité, les évolutions de la situation et les protocoles à suivre en cas d'incident, le gouvernement peut non seulement rassurer, mais aussi renforcer la résilience collective. De plus, la population, en particulier dans les zones rurales, doit être éduquée sur les signes précurseurs d'une intrusion aérienne, afin qu'elle puisse être une aide précieuse pour les autorités. En sensibilisant les citoyens aux petites anomalies et aux changements dans leur environnement, on peut créer une chaîne de surveillance efficace où chacun joue un rôle actif dans la défense du pays. Cela requiert un effort constant de communication et d'engagement de la part des autorités. Il est aussi crucial de montrer aux Burkinabés que leur sécurité dépend de leur cohésion sociale. Chaque geste compte, que ce soit dans le respect des consignes de sécurité, la vigilance dans les zones sensibles ou même la diffusion d'informations pertinentes. En cultivant un sentiment de responsabilité partagée, le Burkina Faso pourra transformer cette période de crise en une opportunité pour renforcer son unité nationale. Face à l'intensification des menaces, le Burkina Faso doit mettre en place une série de solutions stratégiques et pratiques pour renforcer sa sécurité et sa résilience nationale. Cette démarche ne repose pas uniquement sur la technologie, mais sur une approche holistique qui intègre la coopération régionale, l'adaptation des infrastructures et l'implication de la population. Voici les principales étapes pour renforcer la défense du pays face à cette menace persistante. La première étape consiste à améliorer et à étendre les systèmes de surveillance. Les radars doivent être recalibrés et adaptés pour détecter plus précisément les variations subtiles des trajectoires et des signaux faibles. En augmentant la capacité des réseaux de détection, le Burkina Faso pourra mieux repérer les intrusions potentielles avant qu'elles ne deviennent une menace sérieuse. Il est également crucial de mettre à jour les technologies vieillissantes pour éviter que les intrus ne trouvent des failles dans le système. La deuxième étape porte sur le renforcement de la coopération régionale. La menace ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso, mais touche toute la région du Sahel. Il est essentiel de créer des partenariats plus solides avec les pays voisins afin de partager des informations de surveillance et d'alerte précoce. Cela inclut la coordination des efforts militaires et la mise en place de stratégies de défense collective. Une telle coopération pourrait également permettre de mutualiser des ressources et d'optimiser l'utilisation des technologies. La troisième étape vise à intégrer la population dans le processus de défense. Les citoyens doivent être formés et sensibilisés à reconnaître les signes d'anomalie et à signaler toute activité suspecte. En créant une culture de vigilance partagée, le Burkina Faso peut transformer chaque individu en un acteur de la sécurité nationale. Cela passe par des campagnes de sensibilisation régulières et des exercices de préparation. En suivant ces trois étapes, le Burkina Faso pourra non seulement renforcer ses capacités de défense, mais aussi forger une résilience collective face à cette menace grandissante. En repensant à la façon dont tout a commencé, Ibrahim Traoré se souvint des premières alertes presque invisibles. Ces signaux initiaux, à la fois fragiles et discrets, semblaient insignifiants, mais leur répétition constante avait fini par dessiner un paysage de plus en plus inquiétant. Ce qui avait été perçu comme une simple anomalie technique, un bruit de fond, était devenu un indicateur clé d'une menace qui se profilait à l'horizon. Le Burkina Faso
bien que pris par surprise au départ, avait commencé à comprendre l'ampleur de la situation et à adapter sa réponse. Aujourd'hui, l'histoire de ces premières petites perturbations est celle d'une nation qui a su se redresser face à l'incertitude, qui a appris à lire les signes invisibles du ciel et à réagir avec détermination. Cette résilience, forgée dans la patience et la vigilance, devient le ciment d'une souveraineté renouvelée. Chaque signal détecté, chaque mesure prise renforce la conviction collective. Ensemble, le pays peut faire face à n'importe quelle menace, même celle qui surgit dans le silence. À travers ces événements, le Burkina Faso a appris une vérité essentielle. La sécurité nationale ne réside pas seulement dans la technologie, mais dans la capacité à s'unir face à l'invisible, à faire de chaque citoyen un acteur du futur commun. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un tournant de son histoire, où chaque décision, chaque geste compte dans la défense de sa souveraineté. Mais cette responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules de l'État ou des autorités militaires. C'est à chacun d'entre nous, citoyens et acteurs de la société, de prendre part à la construction d'un avenir sécurisé. La vigilance collective devient un pilier fondamental dans cette dynamique. Que vous soyez en ville ou à la campagne, chaque observation, chaque signalement peut être crucial. Le rôle de chacun est désormais clair. Participer activement à la défense de notre espace vital, à la préservation de notre autonomie et de notre sécurité. Il est temps de se rappeler que la souveraineté est un bien commun, qu'elle dépend de notre capacité à être solidaires et à coopérer ensemble. C'est en unissant nos forces, nos compétences et nos consciences que nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent. Alors, quelle part allez-vous jouer dans cette nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso ? Le temps est venu de transformer cette prise de conscience en action.